On est bon? Ok. Bonjour à tous, je suis Charlie Falzon, animateur de la 42e, tout comme Maoussé. Et il se présentera plus tard, il est grand, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, la 42e, eh bien, c'est tout simplement deux amis qui ont décidé de se lancer dans une émission scientifique qui essaye, je dis bien, d'être hebdomadaire. On vise déjà les 2 émissions par mois et c'est plutôt pas mal. Ces émissions, elles sont toutes sur des thématiques scientifiques variées. Par exemple, les 2 premières ont été dans l'ordre sur le transhumanisme et ensuite sur la vaccination. Et la 42e, c'est aussi une collaboration avec des associations étudiantes qui ont à cœur la médiation des sciences. C'est le cas de l'AEBBCB avec qui nous faisons cette table ronde et qui vous sera présentée en quelques mots par Victor. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour rêver, voyager un peu le temps d'1 heure avec nous, mais voyager pas n'importe où, voyager sur Mars. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de 2 intervenants qui sont Philippe Caïs et Franck Celsis, tous deux impliqués dans les sciences de l'astrophysique, etc. Ça, je les laisserai se présenter aussi. Et dans tous les cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Et pour les gens qui sont dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live, on les fera remonter. Et voilà, bon, ben, je vais vous laisser vous présenter, moi aussi, si tu veux commencer. Eh bien, elle est dans la foulée. Moi, c'est Maoussé, étudiant en plus côté physique. Donc, ça me parle plus, ça me parle un petit peu plus que toi, la physique, Charlie. Mais on laissera les intervenants se présenter à ce sujet. Et puis, pas besoin d'épiloguer. Je vais laisser Victor enchaîner. Bonsoir, du coup, je m'appelle Victor, je suis étudiant en 3e année de bio et je suis là pour représenter du coup l'asso qui travaille avec la 42e dimension sur cet événement. Donc notre asso, le BBCB, c'est une asso qui est du coup étudiante pour les étudiants de biologie à Bordeaux. Et du coup, notre but en soi, c'est surtout d'assister et d'aider les étudiants dans leur cursus universitaire. Et pour ça, on propose différents services comme par exemple le tutorat, la vente de trousses ou même des services d'impression. Et on essaie aussi d'organiser des événements pour les étudiants aussi, comme par exemple le Tour des sciences avec la FNEB ou la rencontre de la biologie, ainsi qu'un gala qu'on fait en général en milieu d'année lorsque les conditions sanitaires le permettent plus habituellement. Voilà. Ok, merci. Et bien, sans plus attendre, on va laisser la main à Franck Salsis qui apparaît à gauche sur mon écran en premier. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation, ravi d'être là. Alors moi je suis astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et j'étudie en particulier les exoplanètes, mais d'une façon plus générale, les planètes et leurs atmosphères, comment elles se forment, comment elles évoluent et quelle est leur diversité, qui bien sûr, je dirais, n'est représentée que par un tout petit échantillon dans le système solaire. Et je me suis pas mal intéressé à la notion d'habitabilité. Qu'est-ce qui fait qu'une planète peut être considérée habitable ou non? Un sujet qui est encore un peu spéculatif. Et bien sûr, Mars est un exemple. Mars et l'histoire de Mars et sa comparaison avec l'histoire de la Terre et l'histoire de Vénus est très intéressante et pour ces questions-là notamment. Merci à vous. Et Monsieur Caïs, on vous en prie. D'accord, donc je m'appelle Philippe Caïs, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, donc dans le même laboratoire que Franck. Mais la différence, c'est que moi, je n'ai pas vraiment de champ de recherche. Je travaille au laboratoire d'électronique, au laboratoire d'instrumentation, on va dire. Et ma spécialité, c'est fabriquer des instruments spatiaux depuis plus de 20 ans. Et donc, on discutait après voilà, un master et une thèse en instrumentation spatiale. J'ai été recruté pour travailler sur des missions de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je fabrique des instruments qui vont dans l'espace. Et j'ai la chance d'en avoir 3 aujourd'hui qui ont été dans l'espace. Et il y en a 2 qui sont encore sur la planète Mars, un avec Curiosity et un instrument qui vient d'arriver avec Perseverance. Voilà. Rien que ça, c'est déjà des premières paroles qui font rêver tout le monde, je pense. C'est des beaux projets, on est content qu'ils aient réussi, que les atterrissages aient marché, enfin, martissage. Sans plus attendre, on pourrait justement poser une question. Là, on parle de missions robotisées, etc. Nous, on va essayer de parler de tout ça, évidemment, mais aussi de l'humain au milieu de tous ces aspects-là. Est-ce que là, déjà, en
première approximation, pour les gens qui nous regardent, on pourrait imaginer voir des humains, selon vous, sur Mars, dans des échéances de style 10 à 20 ans, ou à minima, on va dire, des missions peut-être en orbite martienne, ou c'est pas du tout dans les projets? Ah, vas-y, Franck, tu peux répondre. Comme vous voulez. Non, je pense que c'est très difficile de mettre une échelle de temps parce que cette échelle de temps-là, quand on dit 10-20 ans, c'est la même que j'entendais quand j'étais gamin, pour Mars. On a un peu l'impression que les choses changent. On dit souvent que les choses changent parce que le privé est un acteur qui prend de plus en plus de place dans le spatial et qui est mené par des personnalités très ambitieuses et très expansives, notamment sur la question de la colonisation de Mars. Néanmoins, on est loin d'avoir rassemblé les moyens, même pour des gens très riches comme Elon Musk, on est loin d'avoir rassemblé les moyens, les centaines de milliards d'euros ou de dollars nécessaires à planifier un projet comme ça. Et on est loin d'avoir, je dirais, résolu certains des problèmes. Je peux n'en citer qu'un, par exemple, un problème. Le voyage tel qu'on peut l'envisager vers Mars, il dure au minimum 6 mois. Et si vous passez 6 mois dans l'espace, en l'absence de gravité, et pour l'instant, on n'envisage pas de maintenir une gravité artificielle par une rotation lors d'un voyage vers Mars, si vous sortez d'un voyage de 6 mois, quand vous revenez sur Terre, vous n'êtes pas autonome. On a besoin de vous aider à marcher, vous avez besoin d'une rééducation, même si vous avez passé beaucoup d'heures par jour à faire du petit vélo dans la station internationale, vous avez eu des pertes, des fontes musculaires extrêmement sérieuses, et vous n'êtes pas autonome. Alors certes, sur Mars, la gravité est 3 fois plus faible, néanmoins, un des gros problèmes de débarquer sur Mars, et je passe à côté d'autres problèmes qui sont par exemple repartir, arriver avec un véhicule capable de repartir, qui est aussi un gros problème. Mais déjà, ce problème-là de que peuvent faire, comment vont se débrouiller des humains après 6 mois dans l'espace, dans un environnement où ils sont seuls pour se gérer, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on sait envisager aujourd'hui. Pour ne citer qu'un gros obstacle. Okay. Donc en fait, l'idée, ce serait là, on pourrait déjà imaginer qu'un des obstacles qui est vraiment humain à proprement parler, c'est en effet le fait que physiologiquement, de façon, après le trajet, on ne pourrait pas être autonome. On peut imaginer une assistance machine, justement, à l'arrivée, puisqu'on est capable d'envoyer des robots. Ouais, M. Caïs, je vous vois un petit peu. Oui, on peut tout imaginer, mais comme le disait Franck, déjà les échelles de temps, donc il y a des programmes qui ont été annoncés, que ce soit par la NASA ou par Elon Musk, pour aller coloniser la Lune. Ouais, un beau lapsus, parce qu'il faudra peut-être passer par la Lune avant. Donc pour coloniser Mars, dans les 10 ans ou dans les 5 ans, 10 ans ou 15 ans, aujourd'hui, les spécialistes qui ont fait des analyses, qui ont fait des audits sur ces programmes-là, disent que si ça doit se faire, ça sera dans la deuxième moitié de ce siècle, donc après 2050. C'est simplement repoussé parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les technologies, comme le disait Franck, on a aussi beaucoup d'incertitudes sur la capacité de redécoller de la Lune, et puis de la Terre, de Mars, et c'est compliqué d'envoyer des hommes là-bas et de les laisser sur place. Donc il y a pas mal d'incertitudes là-dessus. Après, le robot, je dirais l'activité robotique ou l'assistance robotique avec l'homme amélioré, ça va avancer très vite. Donc pourquoi pas ce genre de choses. Je pense que ça doit être à l'étude, la question de sorte d'exosquelette et puis d'aide pour se déplacer au début, ça doit être à l'étude. Un paramètre important, c'est que par contre, une chose qui est actée par tous les acteurs du spatial, par toutes les agences, c'est le retour à la Lune, de façon très concrète, notamment avec le Gateway, donc une station orbitale autour de la Lune. Voilà, les agences spatiales sont libérées de certains gros budgets qu'elles avaient avant, surtout si l'ISS... et je dirais si les moyens de l'ISS se transfèrent vers un retour vers la Lune. Donc ça, je dirais, c'est l'objectif actuel, c'est clairement le retour à la Lune. Les véhicules spatiaux qui sont développés actuellement, le gros lanceur, que ce soit le lanceur, je dirais, officiel de la NASA, le SLS, ou les gros lanceurs de chez SpaceX, que ce soit les véhicules spatiaux, je cherche le nom du nouveau module, mais qui peut aussi servir de module lunaire. Donc clairement, là, il y a eu un gros effort
alors qu'on n'a pas aujourd'hui de schéma précis de ce que pourrait être un véhicule vers Mars, puisqu'on ne saurait pas du tout. Voilà. Par contre, on commence à avoir les idées plus claires sur comment on peut organiser les voyages vers la Lune et vers une station orbitale lunaire. D'accord. Donc, en effet, ouais, donc la station Gateway qui serait vraiment, à proprement parler, une passerelle pour aller plus loin. Et ça, c'est son objectif principal, d'être une passerelle, ou il y a quand même l'idée d'étudier des choses directement avec cette station? Vous avez des infos sur ça? Vas-y Philippe, je te laisse. Non, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Non, la Gateway, c'est vraiment le plan pour préparer les vaisseaux pour aller sur Mars. Okay. Mais n'oublions pas aussi la course à la Lune que va faire la Chine. Et la Chine a annoncé qu'ils allaient sur la Lune en 2024. Ils avaient annoncé qu'ils feraient des retours d'échantillons. Ils l'ont fait. Enfin voilà. Donc il y a des enjeux technologiques. Et après, on sait qu'il y a la politique qui peut rentrer en jeu, qui peut changer un peu toute la donne. Oui, c'est vrai que ça, c'est un point important. C'est-à-dire que moi, dans ma vision, c'est vrai que je considérais surtout les acteurs traditionnels du spatial. La Chine, là, notamment, on va voir ce qu'ils arrivent à faire avec leur rover martien. Oui, ils pourraient vraiment, vraiment changer le panorama et comment comment va se passer le futur de l'exploration. Après, vous disiez, est-ce que Gateway a des objectifs aussi d'études? Bon, il faut savoir que dans ce niveau d'investissement, la science elle-même n'est plus vraiment le facteur. Que ce soit pour envisager l'humain sur Mars ou un retour à la Lune, on est dans d'autres perspectives que la science pure. Bien sûr, la science bénéficiera énormément si ça se fait, mais ce n'est plus vraiment le driver. Il peut y avoir la question de l'exploitation de ces endroits-là, mais voilà, il y a surtout une stratégie géopolitique d'occuper l'espace environnant. C'est plus ça l'enjeu pour l'instant. C'est pas, même si on pouvait dire qu'on étudiera par exemple bien mieux Mars avec des humains qu'avec des robots, ce qui se discute peut-être si on se projette en 2050, les robots font des progrès énormes, mais en tout cas, c'est pas le driver, on pourrait difficilement justifier ça. D'accord. Ça fait peut-être écho à une question qu'on a justement d'une personne qui nous demande ça va être quoi l'intérêt finalement d'envoyer des humains directement. Alors, vous parliez déjà de présence sur l'aspect géopolitique et peut-être de manipulations qui sont plus accessibles à la main. Mais est-ce qu'il y a vraiment des intérêts pragmatiques et scientifiques qui sont avérés à ce sujet-là, d'avoir une présence humaine plutôt que des robots comme Perseverance, Curiosity, ou des rovers sur Mars, sur la Lune d'ailleurs? Alors moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si on avait des hommes sur Mars à la place de Curiosity ou de Perseverance, voilà, ça irait beaucoup plus vite. Je veux dire, ce qu'on va faire en 2 ans avec Perseverance, vous envoyez un géologue sur Mars, il va trouver les meilleures roches, les meilleurs échantillons à ramener en quelques jours, quelques semaines. Donc il y aurait un intérêt à être aujourd'hui. Maintenant, les robots font bien le travail. On attend beaucoup de persévérance, puisque c'est un précurseur à un retour d'échantillons. Et voilà. Donc après, quel est l'intérêt d'aller sur Mars? C'est plus compliqué. Enfin, nous, au niveau technique, mis à part développer de la technique pour être autonome dans l'espace ou sur une autre planète en microgravité, en gravité beaucoup plus faible, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Disons que je pense que, bien sûr, il y a la science, et là, vous interrogez 2 scientifiques, mais en fait, on est tous à même d'adresser cette question, de se questionner là-dessus. C'est-à-dire que nous, on peut vous répondre sur ce qu'il y aurait d'intéressant. Voilà, pour moi, c'est très évident. C'est évident qu'actuellement, voilà, on pourrait faire les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Mais ce n'est pas ça la justification. Donc la question, vous êtes tout aussi à même que nous à y répondre. On peut citer le fait de ne pas garder, d'un point de vue philosophique, de ne pas garder l'humanité en un même lieu pour sa préservation, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment ça qui soit dans les
dans les motivations. Il y a, je pense, la question d'occuper un terrain qu'on considère, on investit dans l'occupation d'autres lieux en se disant il y aura toujours une importance à être des pionniers là-dedans. On pourrait faire l'analogie avec les voyages par-delà les océans il y a des siècles. L'exploration humaine, voilà, c'est quelque chose qui dépasse la question purement scientifique. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense en comprendre aussi, cet aspect de volonté d'aller plus loin et de se dire, OK, peut-être que la prochaine étape, ça commence à être là-haut. OK, je vois l'idée. Monsieur Celsis, peut-être une question, justement. Vous parliez de la notion d'habitabilité d'une planète. Pour Mars, la question, elle se pose directement. Finalement, pour des gens qui ne connaissent pas du tout ces critères-là, c'est quoi qui va permettre de définir cette notion d'habitabilité et comment Mars se situe au milieu de tout ça? Donc, oui, le terme habitable, il peut être très ambigu. Clairement, puisqu'on envisage d'y envoyer des humains, c'est qu'on considère que Mars est habitable artificiellement, c'est-à-dire qu'on peut amener des habitats avec nous et rendre la planète au moins habitable, au moins localement, dans des habitats qu'on transporte. Bien sûr, nous, par habitabilité, on veut dire le fait éventuellement de posséder de la vie qui serait apparue naturellement. Et notre premier critère dans la question de l'habitabilité, le critère le plus fondamental, on va dire, c'est la présence d'eau sous sa forme liquide. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais ça veut dire qu'on n'envisage pas de vie sans eau liquide, ou alors ce serait tellement différent de ce qu'on connaît que voilà, on ne saurait même pas le définir. L'autre chose alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez, je dirais, physiquement simple à cadrer. Il y a des questions il faut avoir de l'eau dans des quantités suffisantes et être dans des bons régimes de température, de pression. Alors Mars, aujourd'hui, n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau liquide en surface ou alors de l'eau extrêmement chargée en sel et de façon très très ponctuelle, parce qu'on est très très loin de ce qu'on appelle le point triple de l'eau, qui requiert au moins 6 millibars de vapeur d'eau, alors que 6 millibars, c'est la pression totale de Mars. Donc, et l'eau, c'est un ingrédient qui est 1 millième de fois plus dilué, donc on a 1000 fois pas assez d'eau dans l'atmosphère pour qu'elle soit liquide. En température, ça irait. En été, la température monte largement au-dessus de l'après-midi en été, de 0, 10, 20 degrés, il n'y a pas de problème. Donc actuellement, la surface n'est pas habitable, on ne voit pas de signe d'eau liquide. Mais d'une part, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Il y a toujours la question de savoir si elle a été présente pendant des très longues durées, des très longues ères géologiques, ou si ça a été lié à des événements plus brefs. Et on pense aussi qu'il y a ce qu'on appelle des aquifères, de l'eau liquide en profondeur. Donc la question de l'habitabilité de Mars, elle est plutôt déportée vers le passé de Mars, en se disant, est-ce que Mars a été une planète habitable? Et est-ce qu'il y a pu y avoir un climat habitable? On sait qu'il y a eu de l'eau liquide. Est-ce que cette eau liquide a pu... voilà. Donc, il y a un mystère au sujet de ça, c'est que s'il y a eu de l'eau de façon très stable, on a du mal à comprendre climatiquement comment. Et alors, on a parlé de l'eau comme ingrédient. Un autre ingrédient, c'est la matière organique. Il faut avoir du carbone, de l'azote pour faire de la matière organique. Alors, on dit souvent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la vie avec autre chose? Le problème aussi, c'est qu'on a les abondances cosmiques, c'est-à-dire que quand on explore les éléments, on pourrait imaginer des choses exotiques, mais il n'y en a juste plus assez. Les abondances chutent très vite. Donc, dans les espèces très abondantes, dans les aliments très abondants, il y a le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Donc, il y a du carbone sur Mars, mais il est sous forme de dioxyde de carbone, peut-être de carbonate dans les sols. On n'a pas trouvé encore, peut-être des pistes, mais on n'a pas trouvé franchement de la matière organique. Il y a plein de sites astrophysiques, il y a plein de lieux cosmiques où il y a énormément de matière organique, le milieu interstellaire, les atmosphères de planètes géantes, l'atmosphère de Titan, les comètes. Mais Mars a des conditions plutôt oxydantes, au moins dans sa partie superficielle, qui font que même la matière organique qui arrive de l'espace par les météorites, etc., elle est détruite. Donc ça, c'est un vrai problème, en tout cas pour Mars actuel. Donc vraiment, la question se déporte vers le passé, de savoir si on va trouver des gisements, des traces géologiques d'un passé
plus chaud, plus stable, avec de l'eau liquide et peut-être de la matière organique. Et là, peut-être que Philippe pourra nous en dire plus sur les moyens dont on se dote pour faire cette exploration. Oui, bah c'est tout l'enjeu. Ça a été l'enjeu de Curiosity qui a été lancé en 2011 et arrivé 2012 avec à son bord tout un laboratoire d'analyse qui permettait in situ de tester de l'habitabilité. Et aujourd'hui, la NASA annonce l'habitabilité enfin, ils sont sûrs de l'habitabilité. La prochaine mission, donc, qui est sur Mars, qui est arrivée sur Mars avec Persévérance, c'est plus du tout rechercher ces choses-là, c'est simplement détecter les meilleurs échantillons, donc les meilleures roches, les meilleures glaces, si on trouve de la glace, les meilleurs endroits où on pourrait trouver des traces de vie passée. Et comme le dit Franck, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on va chercher, c'est de la vie passée qui a 3,5 milliards d'années. C'est de la vie qui aurait été initiée à cette époque-là, mais qui se serait arrêtée parce que les conditions on va dire climatiques de Mars ont totalement changé. Donc, avec une atmosphère qui s'échappe, l'eau qui n'est plus liquide, donc tout se glace et tout se vaporise. Et donc, aujourd'hui, on va chercher dans la roche, à l'intérieur de la roche, peut-être dans les sédiments, dans des cailloux qui auraient, pendant des milliers d'années, des millions d'années, été transvasés par l'eau. Et donc, c'est ces échantillons qu'on va chercher. Et on se dote pour ça d'instruments comme SuperCam et comme 2 autres instruments qu'on a au bout du bras qui vont permettre de faire une analyse à distance et ensuite au contact de la minéralogie de ces roches-là. Et donc, c'est vraiment une étape, c'est la première étape pour trouver les meilleurs échantillons. On a à peu près 2 ans pour le faire, mettre ces échantillons dans des capsules, et ensuite, il y aura un programme conjoint ESA-NASA, enfin NASA en priorité bien sûr, ESA, pour aller chercher ces échantillons, pour pouvoir les analyser sur Terre, parce que sur le rover, on n'a plus de laboratoire d'analyse, on n'a plus ces choses-là, on n'a plus que je dirais, le gros de l'instrumentation, elle est faite pour mettre en capsule, c'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé les échantillons, on fait un forage, et cette carotte qui est réalisée, elle doit être mise dans un tube scellé, et ce tube scellé doit survivre l'environnement, c'est-à-dire repartir, sortir de Mars et repartir sur Terre sans être pollué, et pour être analysé dans nos laboratoires de type virus que l'on voit à la télé. Donc c'est ça l'enjeu. L'habitabilité de Mars, ils en sont convaincus, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce nouveau programme, et ils sont convaincus aussi que les échantillons seront pertinents et qu'il faudra les ramener, parce que c'est des coûts extrêmes, c'est des coûts très très importants pour aller faire plusieurs missions pour ramener les échantillons sur Terre. Oui, alors peut-être ce qu'on peut ajouter quand on dit que l'habitabilité est avérée et a permis d'enchaîner, c'est dans le sens où on a des lieux, et d'ailleurs qui ont été savamment choisis pour y poser les rovers, où on sait que l'eau est restée au moins suffisamment longtemps pour créer des dépôts sédimentaires et vraiment modifier la géographie du lieu. Donc, quand je disais bref tout à l'heure, on sait que l'eau a perduré au moins suffisamment pour faire ça. La question, c'est est-ce qu'elle a duré des centaines de millions d'années ou juste des milliers, des dizaines de milliers d'années? Là, on ne sait pas encore. Et on ne sait pas non plus si on va trouver de la matière organique dans ces strates. Et c'est aussi ça, un des enjeux, c'est de trouver des couches qui peut-être ont gardé ça. Et une autre remarque, c'est que si jamais Mars a été porteur de vie dans le passé, il est par contre pas impossible que cette vie ait survécu jusqu'à maintenant, mais dans des niches qui nous sont aujourd'hui inaccessibles, notamment ces aquifères très profonds. Donc, si on pouvait trouver la preuve qu'il y a eu de la vie passée sur Mars, ça donnerait aussi un enjeu extraordinaire à atteindre ces lieux, par exemple comme ces aquifères qui sont à des kilomètres, si je ne dis pas de bêtises, sous la surface. Et donc là, on imaginerait des forages, mais bien sûr alors là, du coup, peut-être que l'homme sur Mars pourrait permettre de faire des choses qu'on a du mal à envisager aujourd'hui avec des robots. Et donc, Mars ne semble effectivement pas habitable en surface, mais
avec beaucoup de si et de précautions, si ça a été une planète dotée de vie, cette vie pourrait quand même avoir survécu dans des environnements très, très spécifiques et inaccessibles aujourd'hui. Et pour compléter, donc, les échantillons qui vont être ramenés sont... on va avoir des instruments d'analyse tels que Supercam, où on va pouvoir faire de l'analyse atomique. Donc ça, c'est des techniques d'analyse avec... on en parlait tout à l'heure avec Bruno Bousquet, donc un autre laboratoire de Bordeaux, et aussi avec des analyses plutôt moléculaires. Donc ça va nous donner des traces. Et on a ensuite sur le bras des instruments qui vont compléter ces analyses-là par diffractomètre EX, etc., par analyse Raman au contact, et ensuite les ramener. Et ce qu'il faut quand même voir, c'est que ça serait vraiment des traces peut-être avant l'apparition de l'ADN. On va chercher vraiment des micro-organismes peut-être tout à fait primitifs et on ne va pas chercher des choses compliquées. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps, et on sait, sur Terre, on a ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas du tout spécialiste, on a des traces de vie très anciennes, mais la Terre étant tellement bouleversée, a été bouleversée tellement de fois, que c'est très compliqué de trouver des traces qui datent de cette époque-là. Mars est une bonne image de notre Terre il y a 3,5 millions d'années, si on se dit que les planètes se sont formées, ça c'est Franck qui connaît plus, avec le même modèle, on va dire. Et juste pour compléter, pour aller voir les aquifères, on a embarqué sur les rovers, donc sur le rover Perseverance et bientôt sur le rover qui s'appelle ExoMars, qui a un autre nom, mais le ExoMars, on a embarqué des radars de sous-surface qui vont permettre de sonder la surface à des dizaines de mètres de profondeur, des centaines de mètres, sachant que depuis les orbiteurs, on sonde déjà la sous-surface de Mars, mais par contre avec des échelles de plusieurs centaines de mètres. Là, ça serait plutôt des échelles de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Donc on prépare aussi, vous parliez un petit peu de savoir si on prépare l'exploration humaine. Oui, on est en train d'envoyer des robots avec des instruments pour savoir dans le sous-sol comment, est-ce que par exemple, il y aurait de la glace dans le sous-sol, du permafrost dans le sous-sol. Et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est là où le rover de l'ESA qui va partir dans 2 ans, donc il y a 2 ans de décalage, 26 mois de décalage par rapport au rover américain. Et c'est là où le rover ExoMars aura tout son intérêt, c'est qu'il a un forêt qui peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. 2 mètres, ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que 10 cm avec Persévérance où on est bombardé par le rayonnement solaire. Donc voilà, 1 mètre et 2 mètres, c'est quand même mieux. J'avais juste une question pour toi, Philippe. Dans cet arsenal d'instrumentation pour sélectionner les meilleurs échantillons qui seront ramenés, il y a aussi de l'imagerie, style de la microscopie, pour regarder très très près de la roche et voir éventuellement aider à l'analyse et à l'interprétation. Oui, il y a deux instruments au contact qui vont une fois que Supercam est un instrument qui est en haut du mât, donc à 2,50 m de hauteur, qui peut tirer jusqu'à 5-6 mètres de distance, donc il fait 3 ou 4 cibles par jour dans le meilleur des cas. Et si une cible est intéressante, le lendemain, on s'arrête et on a un bras avec 2 instruments. On a Sherlock, un instrument qui est au contact, qui fait une cartographie plutôt par effet Raman. Et on a surtout Pixel qui fait une imagerie rayon X. Voilà. Et donc, on aura un petit peu comme on peut voir des micro-organismes, des colonies de bactéries. Enfin, quand on voit les images, on se dit que ça peut être ce genre de truc, mais je ne suis pas spécialiste du tout. Mais l'idée, c'est ça. Une fois que c'est détecté, on fait une carotte et il faudra aller le chercher. Petite question pour vous, Philippe, par rapport à justement la Supercam. Ce qu'elle peut détecter, par exemple, ce que pourrait chercher Persévérance sur Mars, ce serait des micro-organismes primitifs, mais du coup fossilisés dans la roche. Ce serait faisable par la Supercam? C'est un peu l'idée, effectivement. C'est l'idée, c'est qu'en fait, on a 3 techniques d'analyse principales sur Supercam. On a une technique qui s'appelle la technique LIPS, c'est un laser de haute puissance, de forte puissance. Donc, avec un petit faisceau laser concentré, on arrive à porter la roche à 10 000 degrés localement, elle crée un plasma, ça crée une petite flamme, ce plasma, et cette flamme, la couleur de cette flamme, qui nous renseigne des éléments atomiques. Donc on sait qu'il va y avoir du carbone, on sait qu'il va y avoir de l'oxygène, du fer, du cobalt, mais par contre on ne connaît pas l'assemblage.
aujourd'hui. C'est ce que fait Curiosity avec à son bord l'instrument ChemCam, qui fait ça depuis très longtemps. On est à plus d'un million de tirs, donc une centaine enfin, on a beaucoup de cibles qu'on a fait. Mais ça nous donne que les composés atomiques. On a deux autres techniques d'analyse qui sont une en utilisant un laser. Cette fois-ci, on ne vient pas exploser la roche, mais on vient faire vibrer la roche. Donc, on regarde les états vibrationnels et rotationnels des molécules. Et là, on a des assemblages plus complexes de ces carbonoxygènes et de tous ces pH, etc. On peut voir des choses compliquées comme des pH. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on m'a dit que c'est très compliqué. Donc, ceux qui sont en bio doivent connaître ce genre de choses. C'est comme des plans de benzène. C'est des plans. Voilà. Et c'est des assemblages de molécules très complexes, assez complexes, et qui sont parfois à l'origine, qui peuvent rentrer dans les briques de base de la vie et avant la fabrication de l'ADN. Donc, on est capable de détecter ça. Et on a une troisième technique d'analyse qui est infrarouge. Donc, on a la lumière du soleil qui arrive avec toutes ces couleurs et qui se réfléchit sur la cible qu'on regarde, et on est capable d'avoir les raies d'absorption de la cible par réflexion. Et donc, toutes les techniques combinées, les scientifiques vont travailler dessus pour dire, ben voilà, on a peut-être des micro-organismes sous forme de ligands, ou je ne sais pas de quel type, mais des choses très, très primitives, mais plutôt moléculaires, biologiques, sachant que parfois la même détection peut être soit liée à de l'organique ou pas de l'organique. Mais ça, c'est toute la question. Donc c'est des techniques combinées, et l'instrument SuperCam a été choisi pour ça, parce que c'est vraiment une suite instrumentale. On a de l'infrarouge, on a aussi de l'imagerie couleur très haute précision, et on a un microphone, mais ça c'est pour le fun, on va dire. Il en faut un peu du fun aussi. Ouais, on a l'hélicoptère bientôt là qui va décoller, donc ça c'est pour c'est fou de se dire que le vrai fun. Ça se passe à des dizaines de millions de kilomètres de nous, justement, avec les pilotés à distance. Exactement. Ça fait rêver, justement. On a juste 2 petites questions en attente de personnes dans le chat. Il y en a une qui demande comment pourrait-on récolter de l'énergie sur Mars? Panneaux solaires serait-il la seule option? Je présume qu'on a des options style nucléaire, etc. Mais je voulais te laisser répondre. Oui. Les panneaux solaires, c'est une option. Mais dès qu'on commence à avoir besoin de beaucoup d'énergie, effectivement, c'est pas suffisant. Donc, il faudrait faire beaucoup de panneaux solaires. Ça veut dire, là, ça serait... Bon, voilà, c'est la production sur place de panneaux solaires. Donc, bon, ça, c'est plus compliqué. Effectivement, les deux rovers, Curiosity et Perseverance, embarquent à leur bord un réacteur nucléaire. Voilà. C'est de l'uranium, et donc qui vient réchauffer une coque, et on crée de l'énergie avec la chaleur produite. Donc ça, on est capable de le faire, on sait très bien le faire. Après, sûrement, sur Mars, in situ, on peut toujours imaginer plein d'autres choses. Alors, peut-être pour préciser aux auditeurs, quand on dit que c'est du nucléaire, c'est juste une source radioactive, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fission ou de fusion. On prend un matériel, on appelle ça des RTG, on prend un matériel radioactif concentré. Alors, ça peut être généralement, c'est du plutonium. Oui, tu as raison, c'est du plutonium. C'est du plutonium, généralement. Alors, on envisage d'autres choses, mais pour l'instant, c'est quasiment exclusivement exclusivement du plutonium. Et donc, c'est une source à la fois de chaleur, et ça peut être une source de courant électrique, simplement parce que ça émet des électrons. Voilà, donc ça a déjà servi de source électrique sur des sondes spatiales, hein, par exemple les sondes Voyager, les sondes Pioneer, etc. Et pour les rovers martiens, c'est surtout une source de chaleur. Pour pas que la température diminue trop la nuit. Donc dans le cas de villages habités martiens, l'énergie est un vrai problème, parce que les RTG, alors d'abord ça coûte très très cher, et ça permet de fournir de l'électricité ou de la chaleur, mais à des petits engins. Je ne sais pas si vous avez vu Seul sur Mars, c'est pas mal fait. À un moment donné, il va en déterrer un. Bon, on ne les enterre pas, hein, normalement, mais il va en déterrer un, et après, il passe tout son temps assis dessus dans son véhicule pour se garder un peu au chaud. C'est celui de Curiosity qui va déterrer en plus. Ouais. Mais je ne pense pas que vous allez l'enterrer, celui de Curiosity. Ce n'est pas la procédure, je crois.
Mais voilà, on n'a pas de réacteurs nucléaires de petite taille. Les réacteurs nucléaires les plus petits qu'on ait sont ceux qu'il y a dans les navires, par exemple, dans les porte-avions ou les sous-marins. C'est quand même des gros engins. Ça, le jour où quelqu'un arrive à faire un petit réacteur nucléaire, vous bouleversez complètement le spatial. Vous n'avez plus même besoin de faire des trajectoires balistiques. Vous êtes à 3 semaines de Mars simplement en accélérant le vaisseau vers Mars et non plus pas juste en lui donnant une impulsion, lui faire suivre une orbite et ensuite le ralentisseur. Vous pouvez vraiment voyager. Pour l'instant, on n'a pas ça, on n'a pas de moyens de propulsion qui permettent voilà, quelques kilowatts, on n'a pas ça. Et c'est vrai que c'est un problème pour une base habitée martienne, parce que les panneaux solaires, bon, c'est pas grave, il suffit d'en mettre beaucoup, mais on a un souci avec ça, c'est la poussière sur Mars qui se dépose. Alors on a de la chance, c'est que sur les rovers, souvent cette poussière, elle est nettoyée aussi. Elle se dépose, mais elle est nettoyée par des petites tornades. C'est ça qui a permis d'augmenter la durée de vie de Spirit et Opportunité de 3 mois à 10 ans, à plusieurs années. C'est parce qu'il y a ces petites tornades qui nettoient régulièrement la poussière sur les panneaux solaires, mais dépendre de quelque chose d'aussi aléatoire pour un habitat humain, c'est compliqué. Donc, après, c'est pas impossible peut-être d'inventer des systèmes auto-nettoyants, mais bon, l'énergie n'est pas quelque chose d'aussi trivial que ça à résoudre pour un habitat martien humain. Ok, moi je pense que ça répond bien à la question. Charlie, tu as peut-être une question à apporter de ton côté? Moi, c'est plus sur l'aspect encore humain, enfin humain dans le sens où nous, on arrive sur Mars. Je vais reprendre le film Seul sur Mars. J'ai vu qu'on pouvait cultiver là-bas. Alors, c'est pas sur le sol directement, mais est-ce que ça pourrait être possible, même si on n'a pas encore les analyses, mais est-ce qu'on a une idée de déjà ce qui peut se faire en termes de culture ou en termes déjà d'activité humaine là-bas? Je sais pas. Oui, alors, donc, j'ai eu la chance de voir le film Seul sur Mars à Paris avec des gens du CNES et avec il y avait le président du CNES, je crois, et à la fin, non mais c'est parce que c'était une occasion, il faut toujours essayer voilà. Et à la fin, on avait un astrophysicien, donc à l'époque, c'était, toi tu connais Franck, c'est François Forget, moi, qui est spécialiste de Mars aussi, voilà, voilà, qui nous a expliqué à la fin du film toutes les petites choses qui collaient pas par rapport au film et qui étaient sur Mars, mais quand il y a 95% qui étaient tout à fait faisables et tout à fait vrais. Oui, c'est un film qui est très recommandable. On a vite fait le tour des problématiques. La problématique principale du film, qui n'est pas très réaliste, c'est la tempête initiale qui est capable de renverser alors que la pression sur Mars est plus de 100 fois plus faible. Donc, ce n'est pas impossible, mais on n'a jamais vu un tel déchaînement climatique sur Mars. Après, il y a des petits détails, mais sur la question de cultiver, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. D'abord parce que l'engrais, il est apporté. Dans ce cas-là, elles n'ont pas besoin de puiser dans le sol. Et la lumière, elle est juste à la distance de Mars. Tout dépend si on utilise une lumière artificielle. On peut le faire, bien sûr, en lumière artificielle. Si on le faisait avec la lumière du jour, alors déjà, il y a une coïncidence, c'est que Mars a la même durée du jour que la Terre, environ 40 minutes plus long, c'est tout. Donc la période de rotation, c'est une coïncidence parce que celle de la Terre a varié au cours du temps, elle se ralentit, alors que celle de Mars n'a pas bougé parce que Mars n'a pas de grosse lune qui vient ralentir sa rotation. Donc c'est une coïncidence si aujourd'hui on a à peu près la même durée. Dans quelques temps, on aura exactement la même durée, donc quelques centaines de millions d'années. Et donc, du coup, ça veut dire que déjà, pour des plantes, le rythme jour-nuit, il n'est pas très différent. Alors, bien sûr, la luminosité, elle est plus faible, donc le rendement sera plus faible. On est 50% plus loin, donc ça fait à peu près 2 fois moins de flux lumineux. Mais bon, c'est un peu comme la différence entre les hautes latitudes sur Terre et l'équateur. Ça ne fait pas des différences énormes. Donc, il n'y a rien d'impossible. Après, bon, il y a des problèmes. Il y a plus d'UV sur Mars, donc on peut pas les. Puis il n'y a pas d'atmosphère, donc il faut quand même les garder. Oui. Au moins avec un filtre UV au-dessus, et puis dans une atmosphère qui est quand même à pression plus élevée. Donc peut-être que ça fait préférer la lumière artificielle, donc ça veut dire qu'il faut des panneaux solaires qui ensuite convertissent en électricité, qui alimentent
Voilà, donc, mais ça, il n'y a pas de, je dirais, il y a rien de fondamentalement compliqué à faire ça. Ok, d'accord. Après on est quand même beaucoup moins. Enfin, le Soleil est beaucoup moins puissant sur Mars, comme disait Franck, et ce qui fait que au-delà de quand on commence à avoir besoin de plus d'une centaine de watts, ce qui est le cas sur des gros rovers, les panneaux solaires sont trop gros. Enfin, après, il y a un problème de taille. Donc, c'est pour ça que les RTG ont été implantés sur les gros rovers. Les petits rovers qui sont 200 kg et qui ont besoin de moins de 100 watts, il n'y a pas de problème. Les gros rovers, et puis donc on va dire les habitations humaines, il faudra vraiment trouver quelque chose parce que la surface des panneaux solaires est trop importante pour la machine elle-même. Donc il y a une taille critique au-delà de laquelle ça ne marchera plus. Ok. Une petite parenthèse, j'ai réalisé récemment un truc très rigolo. C'est Bepi Colombo, qui est une sonde qui va vers Mercure, au niveau de l'orbite de Mercure, a des panneaux solaires gigantesques qui font 42 mètres carrés, et c'est complètement paradoxal parce qu'elle va être très proche du Soleil, mais c'est parce qu'en fait, elle peut pas les exposer directement au Soleil parce que leur température serait trop élevée. Donc en fait, elle va c'est la solution brute force, elle va les incliner de façon à quand même avoir une surface collectrique correcte, donc elle les incliner à 70 degrés par rapport à la perpendiculaire. Et donc, elle va avoir la surface qu'il faut sans avoir la température. Mais je trouve que c'était un peu du luxe. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé de meilleure solution. Mais d'y aller avec des panneaux solaires de 42 mètres carrés pour avoir une surface collectrice effective de 10 mètres carrés. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est un fait qui m'a amusé, que j'ai appris récemment. Il y a un peu de bricolage même dans le spatial, donc c'est ça qu'il faut en conclure. Peut-être beaucoup. Non, je rigole. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution simple. C'était la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre. Et il y a une question que je me pose, justement, on parle de trajectoire orbitale, etc. Je sais que globalement, dans le spatial, il y a ce qu'on appelle des fenêtres de tir. C'est des moments opportuns pour pouvoir envoyer une mission, parce qu'on va avoir des proximités, etc. Alors, il y a deux questions qui découlent de ça, selon moi. C'est si on admet qu'on est à un moment où on a une présence humaine à la surface de Mars et qu'on serait amené, par exemple, à faire du ravitaillement par cargo. Premièrement, est-ce qu'on aurait des fenêtres qui seraient très restreintes? C'est-à-dire, je ne connais pas honnêtement la distance, enfin la durée entre deux fenêtres. Et est-ce qu'on devrait prendre autant de précautions à l'atterrissage qu'avec, par exemple, des rovers, etc. Ou est-ce qu'on pourrait être, entre guillemets, un petit peu plus brutal sur le largage de la cargaison à la surface? Alors, Franck, je peux peut-être répondre sur les fenêtres de tir. Aujourd'hui, comme disait Franck, les réacteurs, enfin les fusées que l'on a, même les plus puissantes, donc pour se libérer de la Terre, il faut à peu près 8 ou 9 km par seconde. Et ensuite, pour aller sur une mission orbitale, il faut 11 à 12 km par seconde. Et ça, c'est ce qu'on arrive à faire au maximum pour envoyer sur Mars quelque chose qui fait 1 tonne au sol. Et ça veut dire que le vaisseau qui voyage, il fait à peu près 3 tonnes. Ce qu'on sait faire aujourd'hui de mieux, c'est ce qu'on a fait là avec la NASA. On ne peut pas tirer directement vers Mars. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre quelque chose de balistique. C'est-à-dire que vous avez le Soleil, vous avez Mars, donc il fait ça. En 2 ans, la Terre a tourné 2 fois. Il faut attendre donc par rapport au Soleil, que Mars soit ici et la Terre là, pour envoyer vers là, et donc on va le rattraper. Au plus court, c'est ce qu'on appelle les trajectoires de Hoffman, au plus court, on met à peu près 6 mois. Voilà. Et après, on peut avoir 9 mois ou 12 mois avec le minimum d'énergie. C'est-à-dire, si vous tirez plus fort, vous allez plus vite. Mais par contre, si Mars est là et que vous êtes là, vous ne pouvez pas tirer là. On n'arrive pas, on ne sait pas faire. Pour l'instant, le jour où on aura inventé des grosses fusées, des gros réacteurs qu'on pourra manœuvrer dans l'espace, ça, on pourra le faire. Donc, aujourd'hui, on tire sur Mars tous les 26 mois et vous n'avez pas le choix. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si on envoie des hommes, du ravitaillement, c'est tous les 26 mois. 26 mois, parce que c'est la période orbitale de Mars. Et c'est la conjonction Terre-Mars, voilà, enfin, quand on est au plus près. Après, s'il y a des hommes sur Terre,
Sur Mars, je veux dire, ça on n'en est pas encore là. Et si on veut larguer du ravitaillement, donc pour répondre à la deuxième question, si on veut larguer du ravitaillement, oui, on pourrait imaginer que ce soit moins touchy que ce qui a été fait. Et l'ESA avait inventé des gros airbags, c'est-à-dire le truc est lancé et tout autour il y a un airbag qui se gonfle et le truc qui rebondit. Voilà. Donc ça a été testé, ça n'a pas été tout à fait validé parce que c'est un peu compliqué, et puis il faut que l'airbag il arrête de rebondir, donc après il se perce, il s'arrête. Mais il y a eu pas mal de tests, et c'était une des solutions retenues par l'ESA à une époque, et c'est pas idiot. Et pour du matériel qui est pas très très sensible, c'est possible. Et d'ailleurs, les premiers rovers avaient un atterrissage beaucoup moins touchy, comme tu dis, beaucoup moins soft que les actuels, où c'est vraiment là une délicatesse infinie par rapport aux arrivées de Spirit, Opportunity, Pathfinder, et ceux qui se sont plantés pour ça aussi. Et c'est ça. Aujourd'hui, sur Mars, il n'y a que les Américains qui ont réussi à poser quelque chose qui a roulé. Les Chinois vont peut-être le faire dans 2 mois, au mois de juin, mai-juin. Mais je crois qu'il y a un taux d'échec de plus de 50%. D'accord, donc c'est loin d'être négligeable, on va dire. Voilà. Alors, ils ont atterri sur Mars, mais ouais. Ça ne marche pas. Ok, le touchdown a été confirmé. Même des fois, on a perdu le touchdown. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, le dernier Schiaparelli, c'est une sonde envoyée par... c'est un démonstrateur envoyé par l'ESA vers 2016. À l'ouverture du parachute, ça a déconné. On a perdu la sonde pendant le transfert. Quoi. Ouais. Alors, elle a atterri. Il y a eu Beagle 2 aussi, européen, on pensait qu'il s'était scratché, mais on a pu voir après, grâce aux images des orbiteurs, qu'il avait commencé à déployer ses panneaux solaires, en tout cas 2 ou 3 sur 5 ou 6, je ne sais plus. Donc, il n'est pas détruit complètement, il a fonctionné un peu, mais c'est compliqué de se poser. On a une question rapidement dans le chat qui est sur la notion de géothermie et du noyau de Mars, sur l'activité éventuelle du noyau de la planète Mars. Est-ce que vous avez des infos? Alors, Franck, je te laisse la main. Je sais qu'il y a Insight qui est sur Mars. Alors voilà, il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a la géothermie, qui est une chose, ça c'est simplement le flux de chaleur qui vient de l'intérieur de Mars, qui est lié en fait, comment on le mesure? On mesure le gradient de température dans le sol. Donc il est mesuré, il est beaucoup plus faible que celui de la Terre. Après, oui, il y a des questions encore sur la structure interne de Mars, et c'est pour ça notamment qu'actuellement, il y a une autre mission de la NASA, mais dont le seul instrument, quasiment le seul instrument est français, qui s'appelle InSight, et qui est un sismomètre qui grosso modo, essaie d'enregistrer les tremblements de Mars. Et c'est compliqué parce que généralement, quand vous avez des sismomètres, il y a ce qu'on appelle la sismométrie active et passive. La sismométrie active, c'est que vous faites péter de la dynamite ou vous tapez avec un engin et vous voyez comment vous récupérez les ondes. Là, on est obligé d'attendre les tremblements de Mars ou la chute d'une météorite. Ou même, je sais qu'il se posait la question de est-ce qu'il pourrait enregistrer l'arrivée de Persévérance, alors non pas à cause du choc qu'il y avait, mais à cause de l'effet atmosphérique local. Je ne sais pas où ça en est de ça, mais je sais qu'il y avait des gens qui avaient envisagé ça. Mais on saurait s'ils l'avaient détecté, je pense. Non, j'ai demandé, ils ont rien détecté, puis je crois qu'on est à plus de 1000 km et ils attendaient la chute du bouclier thermique. Ah, c'est ça. Donc, bouclier thermique, c'est un truc qui fait 2 mètres. En tous les cas, c'est une question importante de sonder l'intérieur de Mars. Alors oui, Mars, c'est une planète qui est toute petite, qui fait, je ne sais pas, enfin à peu près 8 ou 10 fois moins la masse de la Terre. Donc elle s'est refroidie très très vite. Elle n'a plus d'activité volcanique, en tout cas pas évidente, pas marquée. Donc elle a une croûte très épaisse, il n'y a pas de tectonique. Et ces choses-là ont dû s'arrêter très tôt dans l'histoire de Mars,
probablement vers, voilà, à peu près vers les âges qu'on disait tout à l'heure, moins 3,5, moins 4 milliards d'années. Voilà, et justement, une des questions, c'est pas aussi binaire que planète vivante, planète morte, mais disons, quel est le résidu d'activité qu'il peut y avoir aujourd'hui? Alors, il y a aussi une question, alors j'en dis quelques mots parce que cette question est souvent déformée. On parle souvent du champ magnétique de Mars et effectivement, le champ magnétique de Mars, on sait qu'il y a eu un champ magnétique qui a été enregistré par certains types de roches volcaniques. Quand elles se cristallisent, elles enregistrent le champ magnétique et ça, passé une certaine date, elles ont montré, voilà, elles n'ont plus cet enregistrement du champ magnétique. Donc, le champ magnétique a disparu. Et souvent, on entend dire le champ magnétique, c'est super important pour l'habitabilité, parce que ça protège des rayonnements cosmiques, des particules chargées qui viennent du Soleil. Alors, c'est vrai que pour la question de l'exploration de Mars, c'est un problème, c'est-à-dire que la surface de Mars, parce qu'elle a une atmosphère très fine, est plus exposée que celle de la Terre à ce rayonnement cosmique. Donc, c'est embêtant aussi pour un séjour sur Mars. Les doses sont plus importante que sur Terre. Sur Terre, on s'en fiche un peu, on a cette atmosphère très épaisse. Une autre question qui s'était posée, c'est est-ce que la perte de ce champ magnétique aurait pu faciliter l'érosion de l'atmosphère vers l'espace, le fait que ces particules chargées venaient impacter l'atmosphère et faciliter le fait qu'elle s'échappe vers l'espace. C'est une question toujours ouverte, on n'y croit plus trop, notamment avec une autre sonde spatiale qui s'appelle MAVEN et qui a fait des mesures. Alors, on sait que Vénus, par exemple, n'a pas de champ magnétique, a une énorme atmosphère, donc la corrélation, elle n'est pas si forte. Mais peut-être que pour une planète qui a une faible gravité, pour conserver une atmosphère, ce champ magnétique pourrait être important. Donc, il y a une question, une corrélation peut-être avec la question de l'évolution de l'atmosphère qui n'est pas du tout évidente, mais cette question-là, elle est devenue, je l'ai même vu dans des manuels scolaires, le champ magnétique est un ingrédient indispensable à l'habitabilité d'une planète. Je l'ai vu dans un manuel scolaire. Donc ça, on n'a pas du tout de raison de penser ça. Alors, on peut en discuter. Ça peut être une menace pour certaines planètes autour d'étoiles très actives. Mais en tous les cas, voilà, Vénus n'a pas de champ magnétique, elle a une énorme atmosphère, 100 fois plus dense que celle de la Terre. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'un champ magnétique pour garder une atmosphère. Et il n'y a pas non plus besoin d'un champ magnétique pour protéger la vie à la surface des rayonnements cosmiques. Parfois, sur Terre, il n'y a plus de champ magnétique quand il s'inverse. Il n'y a pas eu de grandes extinctions liées à ça. Ça se passe régulièrement. Et en plus, le champ magnétique, il convergeait ces rayonnements, ces particules chargées vers les pôles. Et si vous allez en Antarctique ou en Arctique, vous n'avez pas besoin de vous protéger particulièrement par rapport à ça. Donc voilà, quelques éléments, mais souvent quand on évoque la question de est-ce que le noyau martien est encore liquide ou quand est-ce qu'il a arrêté d'être liquide, souvent c'est des questions qui se posent par rapport à l'histoire du champ magnétique martien. Et on aimerait bien la connaître, on aimerait bien savoir si effectivement ça a pu jouer dans l'évolution d'une atmosphère. Voilà, désolé pour cette réponse ou ce commentaire un peu long. C'est super intéressant, au contraire, excusez-vous pas. Mais du coup, il vaut mieux miser sur une bonne couche d'ozone que un champ magnétique a priori. J'avais justement une question par rapport à tout ce qui est développement de l'atmosphère pour Mars. Imaginons, donc c'est avec beaucoup de si, mais imaginons du coup qu'on ait beaucoup d'humains sur Mars, vraiment plusieurs milliers, voire millions, pourquoi pas. Et est-ce que ce serait possible de recréer une atmosphère sur Mars, voire vu que le champ magnétique n'est pas forcément obligatoire pour l'apparition de la vie sur Mars? Est-ce que via les déchets organiques produits par les humains qui peuvent être mis en extérieur et avec la vapeur de ces déchets organiques qui pourraient libérer et créer peut-être une atmosphère, est-ce que ce serait quelque chose de faisable ou plutôt quelque chose de fictif? Alors, Philippe, tu... Vas-y, Franck. Non, après. Ouais. Alors, la question, alors il y a plusieurs choses là-dedans. La question de terraformer l'atmosphère. Alors, peut-être que Philippe aura quelque chose à dire sur l'oxygène qu'on peut créer sur place, parce qu'il y a des expériences, mais je crois que la question, là, ce serait pour des habitats localisés, mais la question de produire artificiellement ou de faire renaître, si jamais elle en a déjà eu une, ou de produire une atmosphère pour Mars, c'est quelque chose qui a été scientifiquement, alors qui a été à la fois envisagé dans la science-fiction et qui a été aussi scientifiquement envisagé. Il y a un papier de 1993 de Chris McKay qui s'appelle Making Mars Habitable qui est dédié à ça. Moi, il se trouve que j'ai consacré un chapitre de ma thèse à un aspect de cette question-là.
Ce qui a évolué par rapport à ces questions-là, c'est notre évaluation du réservoir de composés volatiles, donc ces composés qui, aujourd'hui, sont peut-être sous forme de glace dans les calottes polaires, comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, ou piégés dans les roches, comme aussi le dioxyde de carbone, etc. Est-ce qu'il y aurait suffisamment déjà de gaz pour pouvoir former une atmosphère? Aujourd'hui, la réponse est plutôt non. À moins qu'on trouve des grands gisements de carbonate, par exemple, ou des grands gisements d'eau sous une forme, le réservoir de volatiles martiens, il a diminué beaucoup au cours du temps, non pas réellement, mais notre estimation de ce réservoir. Donc, on avait des estimations beaucoup plus optimistes par le passé, et aujourd'hui, on s'aperçoit que Mars est une planète assez pauvre en composés volatiles. Donc, la question de la terraformation, maintenant, quand elle est envisagée, en tout cas dans la science-fiction, on fait souvent intervenir la chute de comètes, etc., pour venir apporter des composés volatiles. Alors après, sur la question d'utiliser ce que les humains emmèneraient sur Mars, ça me semble un problème quantitatif énorme, parce qu'une pression atmosphérique, si je ne dis pas de bêtises, mais une atmosphère, donc un bar, c'est 10 tonnes au mètre carré. Donc, pour chaque mètre carré martien, il vous faut produire 10 tonnes d'atmosphère pour chaque mètre carré martien. Donc, ça semble, là, je pense que non, on peut dire tout de suite, non, ça ne va pas être juste comme ça, en allant sur Mars, qu'une des conséquences de notre activité sera la création d'une atmosphère. Non, une atmosphère, c'est quelque chose de très massif. Hein. En masse, l'atmosphère terrestre, pour ceux qui savent de la plongée, ils le savent, c'est l'équivalent à 10 mètres sous l'océan. Donc, c'est comme amener 10 mètres d'eau, voilà, et plus même pour Mars, parce que la gravité étant plus faible, il faut plus de masse. Donc non, la terraformation de l'atmosphère de Mars, elle est problématique. Alors moi, ce que j'avais étudié dans ma thèse, c'était la question, si jamais on arrivait à faire une atmosphère de 1 bar de dioxyde de carbone, de CO2, l'atmosphère de Mars, c'est quasiment du pur CO2, si on arrivait à augmenter cette pression d'un facteur plus que 100 et arriver à une pression où nous, on n'a pas besoin strictement de 1 bar, on pourrait avoir 100 millibars, 200 millibars, mais disons à quelque chose qui est 100 fois supérieur. La question qu'on se posait, c'est est-ce que le ratio entre le CO2 et l'oxygène moléculaire, O2, le dioxygène, qui aujourd'hui est de 0,1% sur Mars, et qui est produit par, non pas comme sur Terre par la vie, mais sur Mars par la photochimie, le fait que le dioxyde de carbone est cassé par le rayonnement, et du coup, ça crée des atomes d'oxygène qui se recombinent. Donc, il y a 0,1% de l'atmosphère de Mars qui est composée par de l'oxygène. Est-ce qu'on garderait ces 0,1% ou est-ce que ce serait différent si on avait 1 bar de CO2? Et donc, moi, ce que j'avais montré, c'est qu'on le garderait, voire même il serait un peu supérieur, on pourrait avoir 1%. Et donc, c'était intéressant pour des gens qui réfléchissaient au type de plantes qui pourraient vivre sous 1% d'oxygène dans 1 bar de CO2. Mais aujourd'hui, on n'a pas de scénario réaliste pour dégazer de Mars 1 bar de CO2, on ne saurait pas où le chercher. Sur Terre, il y a l'équivalent de 60 bars de CO2 piégés dans des carbonates, dans des strates de roches sur Terre, c'est énorme. Sur Mars, on n'est même pas sûr d'avoir vraiment trouvé des carbonates de façon très certaine. Donc, ce n'est pas impossible, mais ce gisement-là, pour l'instant, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé. Ok. Moi, personnellement, j'ai une petite question. Je vais encore revenir à l'humain parce que voilà, hein, c'est quand même l'élément principal qu'on veut amener au moins sur Mars. Je me demandais justement si au final, même avec du temps, de l'argent, c'est encore des suppositions parce que de toute façon, on peut faire que ça quand on parle de ce sujet-là. Est-ce qu'avec du temps, de l'argent et beaucoup de consécration, je pense, est-ce qu'on aura un jour une vraie colonie humaine, que ce soit sur la Lune ou sur Mars? Voilà. Vous voulez, je sais pas trop. Moi, mais j'ai parlé beaucoup, je laisse un peu Philippe. Ouais, voilà, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Après, ça dépasse. Là, on est vraiment dans le domaine de la science-fiction qui souvent a amené quand même des découvertes. Aujourd'hui, ce qu'on appelait il y a quelques années ou quelques siècles la science-fiction, aujourd'hui, c'est de la science. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, comme on disait, l'esprit de pionnier, d'explorateur que l'on a chevillé dans le corps, de vouloir toujours aller plus loin. Et ça on le voit tous les jours. Hein,
on parle d'aller explorer Mars, mais c'est encore les calottes polaires, des explorateurs des calottes polaires, il y a ceux qui vont sous l'eau, Mm. on a quand même énormément de mystères qu'on n'a pas résolus sur Terre, et Mars fait partie d'un de ces mystères. C'est pas sur Terre, mais ça fait partie d'un de ces mystères. Donc oui, oui, pourquoi pas. Et puis nous, on travaille pour ça, hein. On travaille pour. Moi, quand je vais dans les écoles, des petits gamins, qu'on leur parle des planètes, qu'on leur parle des robots, on leur dit mais allez-y, vous voulez aller sur la Lune, vous voulez aller sur Mars, mais vivez votre rêve, quoi. Parce qu'il y en a le rêve, ça va être d'explorer la Terre, et d'autres, c'est d'explorer les étoiles. Voilà. Donc oui, oui, c'est tout à fait faisable. Parce que, oui, là, vous interrogez des scientifiques, mais ce n'est pas vraiment un problème scientifique. C'est-à-dire que je pense que ni Philippe ni moi ne pouvons vous identifier quelque chose qui rend impossible d'envisager ça. Mais c'est une question éminemment politique, de volonté, et ça pose énormément de problèmes. Ce que je peux dire, toutefois, c'est qu'on a parfois... quand on parle de ces projets-là, quand on parle du spatial, quand on parle aussi du coût des missions, quand on parle d'aller sur les autres planètes, il y a souvent une réflexion qui émane du public qui est voilà, on a pollué une planète, on va aller en polluer une autre, ou c'est fou, c'est puéril de dépenser des sommes comme ça alors qu'on a un problème sur Terre. Alors, on a beaucoup de problèmes sur Terre. Pour moi, il y a quelque chose qui est évident, c'est que si l'humanité colonise l'espace, les astres, la Lune, Mars, etc., si l'humanité le fait, cette humanité-là sera une humanité ce ne sera pas une alternative à notre Terre. Cette humanité qui pourra faire ça sera une humanité qui aura réussi à vivre sur sa planète, qui aura réalisé sa transition écologique, qui aura réglé ses problèmes d'exploitation des ressources de sa planète, de son partage, ses problèmes énergétiques, ses problèmes démographiques. Et donc, ce n'est pas deux histoires qui se mènent en parallèle, l'histoire de la Terre et l'histoire de la colonisation des astres. C'est dans les échelles de temps, on a une transition très profonde de société à réaliser à l'échelle, maintenant, à cause du retard qu'on a pris justement par l'inaction politique, on est maintenant à l'échelle de l'ordre d'une décennie avant qu'on se prenne des choses extrêmement dures qui vont affecter la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas du tout deux histoires alternatives. L'histoire de science-fiction aujourd'hui, mais qu'on est tout à fait en droit d'écrire, et qui serait écrite en partie sur Mars, en partie sur la Lune, c'est une histoire d'une réussite à vivre dans notre environnement, à maintenir existante la biodiversité actuelle, à ne pas surexploiter notre planète, à laisser vivre les océans, à avoir des grandes zones de friche sur la planète, à avoir une énergie maîtrisée, non polluante, mais qui, je dirais, c'est pas allez, on découvre la fusion, parce que voilà, enfin bon, disons qu'on a des problèmes énergétiques, donc cette histoire de coloniser les astres, pour moi, elle n'est pas à opposer. Il est évident qu'on ne va pas aller aussi polluer Mars, aussi polluer la Lune. Cette humanité qui pourra faire ça sera pas l'humanité telle qu'elle se comporte aujourd'hui. Ça ne me semble pas possible. Voilà. Donc, et c'est pour ça que dans la science-fiction, ceux qui ont envisagé la colonisation du système solaire se placent généralement dans des modes de gouvernance mondiale où on s'est un peu tous mis d'accord sur la façon de fonctionner, sur les protocoles, et où on a réglé ces problèmes-là, où on a réglé les problèmes sociaux, les problèmes d'inégalité, les problèmes écologiques, environnementaux. Donc voilà, c'était pour moi une remarque importante parce qu'on a souvent tendance à opposer les deux, et pour moi cette opposition ne correspond pas à une réalité concrète. Voilà. Même si des gens comme Elon Musk voudraient vous faire penser que oui, on va partir sur Mars dans des échelles de temps correspondantes aux problèmes auxquels on fait face, mais non, ça je pense que la science nous permet au moins de dire ça. Non, les échelles de temps sont qu'il y a d'abord un problème lié à la Terre et ensuite la question de l'implantation de colonies ailleurs. Pour les gens de se dire qu'on sera dans une démarche où on aura pas mal avancé sur la Terre et comme on dit, on aura résolu certaines de ces problématiques avant de pouvoir voir ça, parce qu'au moins, on peut se dire que si on y arrive, c'est qu'on est passé par ces étapes, quoi.
Donc, Oui, et puis même si on voulait faire autrement, on ne pourra pas. pourrait Il y a pas. pas de... C'était Michel Mayor, lors de sa remise de son prix Nobel en 2019 pour la découverte des premières exoplanètes, justement en réaction à ce type de discours qu'on entend aussi parfois tenu pour les exoplanètes. Ou alors là, il y a déjà... Bon, il avait dit, voilà, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. C'est la suite du même plan A. Bien sûr. Si vous me permettez, je vais juste prendre 2 petites questions. Et puis après, on s'y verra parce qu'on commence à arriver vers la fin du temps que vous nous accordez, je pense. On a ma mère, tiens, qui regarde le stream, qui nous demande si on envoie une mission habitée vers Mars, ce serait pour une première mission en tout cas, qui serait purement scientifique, on pourrait espérer voir combien d'humains partir. Parce que je sais que pour l'ISS, on a en permanence 6 personnes. Gateway, je ne sais pas combien de personnes on prévoit, mais pour Mars, vous auriez une idée du nombre qu'il faudrait ou qu'on viserait? Alors, il y a quelques années, j'avais lu un bouquin de Zubrin qui s'appelait Mars Direct et qui disait si vous voulez vraiment aller sur Mars, on peut le faire très rapidement. Donc, il n'y a pas pour venir, il n'y a pas de défis techniques. Les défis techniques, on les connaît, c'est juste des investissements. Il y a quelques défis techniques proprement parlé, mais on peut le faire. Et donc, qui préconisait d'envoyer 4 personnes seulement pour un premier voyage. Voilà. Okay. Et pas envoyer de médecin. Enfin, il y a toute une construction de l'équipage type. Et bon, ça vaut ce que ça vaut. La NASA, non, n'avait pas ce plan-là et ils voulaient envoyer beaucoup plus de personnes en première fois. Et en envoyant des médecins, voilà, etc. D'accord. Après, je ne sais pas les modèles qu'on a aujourd'hui. C'était il y a quelques années déjà que j'avais lu ce bouquin. Donc, Okay. ouais. Et pour revenir juste sur le film de Ridley Scott, Seul sur Mars, il faut savoir que Ridley Scott est allé à la NASA, est allé au JPL en Californie là-bas, a beaucoup discuté avec des gens qui ont travaillé sur les missions robotiques. Et quand vous allez au centre de la NASA, là-bas, il y a un poster de Seul sur Mars signé par Matt Damon. Les gars, ils disent, regardez, ils sont venus nous voir, ils sont là, les vedettes, quoi. Donc, pour venir à ce truc-là, c'est vraiment un bon exemple de se servir quand même de la science pour faire un film de fiction malgré tout, mais se servir de la science. D'accord. Vous voyez bien que l'équipage, il n'est pas énorme dans le film. Ok. Et merci pour la réponse. Et du coup, Mars direct, maman, tu auras la réponse aussi. Et on a une dernière question, monsieur, celle-ci, ça va peut-être plus vous concerner, je pense. Hein. Je vais un peu élargir la question. La question brute, c'est est-ce que le fait de trouver des grandes quantités de carbonate, par exemple sur Mars, ça pourrait être une preuve de vie en plus? Et moi, j'aimerais bien élargir la question à est-ce que sur des exoplanètes, est-ce que sur peut-être des lunes qu'on trouve dans le système solaire, comme Encelade, Europe, qui sont des lunes où on pense pouvoir trouver justement des traces de vie, on a trouvé certains marqueurs où on pense quand même s'approcher de découvertes qui pourraient nous dire, OK, peut-être que là, on pointe vers de la vie ailleurs. Non, alors actuellement, quand on parle de... Quand on dit qu'on envoie des missions ou qu'on envisage des missions pour aller rechercher de la vie, pour l'instant, je parle du système solaire, rechercher de la vie, on identifie des niches qui sont simplement pour l'instant les endroits où on pense qu'il peut y avoir de l'eau liquide aujourd'hui dans le système solaire. Et alors on peut citer, donc il y a les nuages de gouttes d'eau sur Vénus, il n'y a pas d'eau liquide à la surface, il y a de l'eau très acide dans les nuages de Vénus. Il y a probablement la présence d'aquifères dans le sous-sol martien, qui est aussi un habitat possible. Et puis, il y a tous les océans internes des lunes glacées, que ce soit les lunes de Jupiter, Europa, Ganymède, Callisto, et la petite lune assez mystérieuse, effectivement Encelade, de Saturne. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des endroits où on pense qu'il pourrait y avoir de la vie ou qu'on a des raisons de penser que l'environnement est favorable à l'émergence de la vie. Ce sont les seuls endroits qu'on n'a pas éliminés, barrés d'un gros rouge,
comme ne pouvant abriter la vie. On ne sait pas. On ne sait pas parce que notre critère principal, c'est là où il n'y a pas d'eau, on ne peut pas, mais dans les endroits que j'ai cités, il y a de l'eau. Et il faut aussi plein d'autres choses pour qu'il y ait de la vie, mais ça reste quand même des endroits très intéressants à aller explorer. Et donc, oui, l'idée, c'est un peu comme Philippe l'a expliqué pour Mars, alors dans le cas de traces de vie passée, mais pour des traces de vie active, oui, il y a toute la question de qu'est-ce qui pourrait constituer une biosignature, une preuve de la présence de vie assez solide. On ne sait pas exactement, ça dépend de ce qu'on va trouver, je dirais, dans une première étape, et petit à petit, on va enrichir notre expérience de ce qu'on pourrait trouver. Alors, on a déjà, par exemple, pu échantillonner un peu les geysers qui sortent d'Encelade. La sonde Cassini, elle est passée dans le sillage de ces geysers, elle a récupéré des choses, donc on sait un peu qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir conclure ni sur l'habitabilité, ni sur la présence de vie. Et alors, pour les exoplanètes, là, on ne peut plus y aller avec la pelle et la pioche. On est obligé de se contenter d'analyser la lumière qui nous vient de ces planètes, de faire de la spectroscopie. Et je dirais alors, bien sûr, la possibilité de trouver des signatures de vie sur les exoplanètes est aussi quelque chose de très motivant, complètement spéculatif aujourd'hui. C'est basé essentiellement sur l'idée que nous, on vit sur une planète qui est transformée par le vivant. Mais pas juste un peu. Notre planète, elle est dans un état qui est complètement maintenu tel qu'il est, et depuis plusieurs milliards d'années, par le vivant. Et si quelque chose regarde notre Terre avec des moyens astronomiques similaires à ceux qu'on a, disons, un peu plus développés, et peut faire la spectroscopie, il va voir qu'on a une atmosphère riche en oxygène, et il va voir différentes choses. Bien sûr, ça dépend avec quel détail il peut regarder la Terre, mais déjà, il verra une planète, je pense, très atypique, et sur laquelle il aura probablement des raisons d'invoquer la présence de vie. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le cheminement inverse pour les exoplanètes ? Si on trouve quelque chose qui ressemble beaucoup à la Terre, peut-être, mais si on trouve quelque chose de la Terre actuelle, parce que comment la vie affectait l'atmosphère de la Terre il y a 3 milliards d'années, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Donc, on ne peut pour l'instant que être motivé par le fait d'aller analyser les atmosphères de planètes de taille et de température terrestre pour voir ce que ça nous raconte. On a un peu tout notre savoir sur l'évolution et la formation des atmosphères planétaires à faire avant que de se juger capable d'avoir un diagnostic sur la présence de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être faire les premiers pas là-dedans avec le lancement du futur télescope spatial James Webb, qui, s'il ne prend pas plus de retard, sera fait cette année, en fin d'année. Et on a un système planétaire qui s'appelle TRAPPIST-1, qui est le seul pour l'instant où, ce n'est pas le seul système qui a des planètes de type terrestre, éventuellement correspondant à des niches dont je parlais, c'est-à-dire avec des planètes potentiellement habitables, avec en gras souligné le potentiellement, parce que pour l'instant on connaît juste la masse et le rayon de ces planètes, mais pour lesquelles on pourrait avoir des informations sur leur atmosphère si elles ont une atmosphère. Ce sont les seules planètes telluriques tempérées, exoplanètes telluriques tempérées, pour lesquelles on espère peut-être l'an prochain détecter, si elles en ont, une atmosphère. Il y a déjà le temps qui a été attribué sur le James Webb pour observer ces planètes-là à la recherche d'atmosphère. Donc, c'est un gros enjeu. Alors, on ne pourra certainement pas, ça j'en suis absolument sûr, conclure sur la présence de vie sur ces planètes, mais on pourra peut-être avoir des indications sur la question de leur habitabilité. Est-ce que c'est complètement idiot d'imaginer de la vie là-bas ou pas? Un peu comme ces premières missions qui sont allées sur Mars, qui ont dit, bon, ok, ça nous semble maintenant avéré qu'il y a eu de l'eau pendant au moins assez longtemps sur Mars. Il y a des sédiments, elles se prennent des météorites, Mars se prend des météorites, donc il y a dû y avoir aussi de la matière organique. On n'a pas de raison de dire que c'est impossible. Voilà. On va être un peu dans cette démarche-là, mais avec tellement peu d'informations que je crains qu'hélas, on ait beaucoup d'annonces un peu exagérées de ces là. Mais c'est du domaine du faisable et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire, au moins pour voir si on trouve des lieux où la vie n'est pas, où on ne peut pas faire cette grosse marque rouge pour dire non, là, c'est pas bon. Et Franck, j'avais une question, pardon, mais justement pour compléter, tu parlais de l'oxygène, donc recherche d'oxygène, parce que l'oxygène, le dioxygène n'est pas produit naturellement. Alors, si, il y en a sur Mars, il y en a un peu sur Vénus. Mais très peu. Très peu. Donc, alors on peut. Voilà. Donc, si tu vas chercher des exoplanètes, tu vas chercher ce genre de signature, ça, ou le méthane, par exemple. Alors,
Parce qu'il y a l'histoire du méthane martien. Bien sûr, non, non, en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément d'atmosphère type. Le signe principal qu'on pourrait dire qui viole un petit peu ce que pourrait faire la seule physico-chimie sans la vie sur Terre, c'est le fait d'avoir une atmosphère très riche en oxygène, donc 20% de l'atmosphère c'est de l'oxygène, dans laquelle il y a quand même environ 10-6 de méthane, et donc ça suppose des flux de méthane assez considérables qui sur Terre viennent de la décomposition de la matière organique. Donc là, c'est un peu cette présence simultanée d'oxygène et de méthane. Après, des atmosphères riches en oxygène, en soi, on pense que ça doit arriver assez spontanément sur des atmosphères qui ont perdu beaucoup d'eau, de l'hydrogène de leur eau et qui ont gardé de l'oxygène. Donc en soi, ce serait pas... Alors, ce serait extraordinaire. Il y a un phénomène de dissociation de l'eau. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... je ne vais pas entrer dans les détails, mais par exemple, on sait que Vénus avait beaucoup d'eau qui a été perdue, qui n'y a plus. On voit, en mesurant le fractionnement isotopique dans l'eau qui reste sur Vénus, qu'elle s'est enrichie énormément en deutérium, et ça, c'est la signature d'un échappement de l'hydrogène plus efficace que le deutérium. Donc, on a l'impression que, en fait, Vénus étant très chaud... C'est plus lourd, ouais. Okay. Voilà, Vénus étant très chaud, il n'y avait pas d'eau liquide, il n'y avait pas ce piège froid qui fait que sur Terre, l'eau reste dans la troposphère, dans la basse atmosphère. Donc, la vapeur d'eau allait dans la haute atmosphère, était photolysée par le rayonnement UV, et l'hydrogène, qui est très léger, n'est pas lié à la planète et il s'échappe. Et ça devrait avoir accumulé de l'oxygène. Or, on ne trouve pas cet oxygène accumulé sur Vénus, donc on se dit, ben, il n'avait peut-être pas tant que ça, peut-être qu'une partie est aussi partie, et une partie c'est réagir avec les roches. Mais si on perd des grandes quantités d'eau, par exemple, si on perd un océan terrestre, eh bien, ça peut laisser plusieurs centaines de bars d'atmosphère d'oxygène résiduel. Donc ça, c'est possible. Ceci dit, si on trouvait une atmosphère, une planète qui a énormément, qui a une atmosphère riche en oxygène, on saurait par rapport à l'évolution de son étoile, par rapport à sa distance orbitale, si ça, c'est un scénario qu'on peut envisager pour cette planète ou non. Donc, je dirais que pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que quels que soient les indices, arriver à un consensus de la communauté scientifique qui dirait oui, on est tous d'accord, les observations qui nous viennent de cette planète viennent et ne peuvent venir que de la présence de vie. Je pense qu'il y aurait énormément de chemin. Mais par contre, si on trouvait une atmosphère riche en oxygène, je pense que ça ouvrirait une vanne, c'est-à-dire que cette planète deviendrait une cible extrêmement importante et que là, on pourrait accumuler plein d'observations complémentaires, de la même façon qu'aujourd'hui, ça semble idiot, mais dans le système solaire, on est tout à fait capable d'envoyer une mission spatiale vers une seule planète. Des exoplanètes, il y en a autour de quasiment toutes les étoiles. Donc, on les traite pour l'instant dans un paquet. Mais si on trouvait quelques exoplanètes particulières, un peu comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec TRAPPIST, on pourrait tout à fait avoir des télescopes spatiaux dédiés à l'observation de ces mondes-là, de la même façon qu'on envoie une sonde vers Pluton, vers Mercure ou vers Vénus. Mais pour aller dans cette nouvelle orientation, ben, il faudrait quand même déjà des signes qu'il se passe quelque chose d'un peu intéressant. Et pour être sûr qu'il se passe quelque chose d'intéressant, il faudrait déjà avoir un panorama de ce qu'est la diversité des atmosphères d'exoplanètes telluriques. Et pour l'instant, on a juste l'échantillon des planètes dans le système solaire, essentiellement Mars, la Terre et Vénus, 3 planètes qui aujourd'hui ont le même âge, sont nées d'une même étoile, et donc ne nous donnent pas un aperçu qui nous semble très exhaustif de la diversité des planètes. Donc on a tout à apprendre avant de se sentir sûr et d'avoir la capacité de faire un tel diagnostic aussi important par la simple spectroscopie d'une planète. Voilà, désolé pour ma réponse encore un peu longue. Donc on est motivé par cette idée, mais elle reste encore très exploratoire, mais c'est ça qui est passionnant, c'est d'explorer ces idées-là dans le système solaire et au-delà. On sent la passion. Quel horizon, Et quel horizon le JWST pour avoir les résultats? Alors, donc, il sera lancé normalement en octobre. Il met environ 6 mois pour aller au point de Lagrange où il va être en opération, se déployer. Il y a d'abord une première série d'observations scientifiques qu'on appelle les Early Release Science qui servent à calibrer, etc. Mais TRAPPIST-1 est dans le Early Release Science, donc ça arrivera assez vite. Et on a eu les résultats des premières sélections de proposals d'observation. Il y a
énormément d'observations de transit de trappistes qui ont été sélectionnés, dont certains où on est impliqué ici à Bordeaux. Et enfin, je fais partie, moi, du consortium qui gère, qui coordonne les observations de trappistes 1. Donc, après, JWST, c'est une énorme usine à gaz qui a 1000 façons possibles de ne pas fonctionner. Et je suis rassuré quand je vois qu'on arrive à faire des choses comme poser sans encombre Perseverance. Je l'avais déjà vu pour Curiosity, mais je me frotte toujours les yeux après de voir cette séquence d'atterrissage sur Mars que je trouve une des choses les plus incroyables technologiquement que j'ai vues dans ma vie. Et ça me rassure un peu sur l'idée qu'on est capable de déployer le monstre qu'est le James Webb dans l'espace. Voilà, ça me rassure un peu de ce que sont capables de faire les gens au JPL, les ingénieurs au JPL et dans le spatial. Ils font des choses assez extraordinaires. Si vous ne savez pas ce qu'est le projet James Webb, pour les gens qui regardent, je vous invite à regarder sur Internet parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer un peu notre façon de voir l'espace et ce qu'on va pouvoir en tirer comme conclusion. Et si vous ne connaissez pas les points de Lagrange, je joue au jeu Kerbal Space Program. Ça vous fera, je vous garantis, une expérience parfaite pour comprendre tout ça. Écoutez, en tout cas, sur ces bons mots, et c'est vraiment cette passion qu'on a ressentie dans vos propos, on vous remercie vraiment pour votre présence. Pour votre intervention, c'était hyper qualitatif. Je pense que ça a plu. Très intéressant. On remercie évidemment l'ASSO qui représente Victor, la EBBCB. Avec grand plaisir, c'était aussi très passionnant. En termes d'acronyme, ils n'auraient pas pu choisir pire, mais bref. C'est vrai que vous ne me le ferez pas dire là, comme ça, de mémoire, toute seule. J'ai aussi un doute, donc je vais éviter de le dire. Ouais. Il y a eu un concours international. C'est le BEC, c'est ça, c'est le Bordeaux Étudiant Club, le BEC. C'est pas ça. C'est le Biologie Étudiant Club. Donc, bon, en conclusion, des humains sur Mars, c'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, on en aura sur la Lune prochainement, normalement. Et ça, c'est déjà vraiment. Et peut-être l'un de vous. Oui, ça, c'est peut-être Philippe. Peut-être l'un de vous. C'est peut-être quelque chose qu'il faut dire, Philippe, c'est que l'ESA vient de commencer une nouvelle campagne de sélection. C'est vrai, ça, j'ai vu ça aussi. La première depuis plus de 10 ans. Et voilà, allez-y. 27 ans, je crois. Non. Comment ? Il faut avoir 27 ans, je crois. Je ne sais pas, peut-être. Ça veut dire que tu t'es renseigné, moi aussi. Ouais, j'ai vu passer, j'ai pas vu l'âge ou limite ou. Je regarderai. Si c'est 27 ans, dommage, avec Philippe, on aurait presque pu y aller, mais. À deux. Encore. En parallèle. Ça divise par deux, non ? Bon. Écoutez, merci beaucoup. Très bien. Et puis merci à vous. On dit au revoir aux gens qui nous regardent. Oui. Ciao. Au revoir.